Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom Sur qui chaque semaine s'intéresse à un sujet. Ce soir, nous zoomons sur l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Et pour ça, nous recevons le docteur Bouides Khaïr Sidi Mohamed, qui est le secrétaire général de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisé. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir. Je reçois également Mamadou Adama Anne, qui est chef de centre d'accueil des citoyens de SEPRA. Bonsoir. Bonsoir, Cherna. Sans plus tarder, je vous propose de suivre cet élément de Rabi Adid. L'état civil mauritanien, avant la création de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés le 6 juillet 2010, posait un grand problème. Pour garantir aux citoyens mauritaniens une identité sûre, l'État mauritanien s'est tourné vers l'enrôlement biométrique. Un enrôlement disponible depuis le 5 mai 2011, la date du premier enrôlement. Dès le 9 février 2012, les citoyens mauritaniens ont pu retirer leur nouvelle carte d'identité avec sur celle-ci leur numéro d'identification nationale. Environ à nos jours, 3 348 000 citoyens mauritaniens sont recensés et jouissent des droits que leur garantit la nationalité mauritanienne. L'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés met à la disposition des citoyens 216 agences sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, accorde un intérêt particulier aux services offerts par l'agence. En effet, le chef de l'État s'est rendu en personne au niveau de certains centres d'enrôlement pour s'enquérir des conditions de travail de ces centres qui garantissent aux citoyens leur droit le plus absolu. Merci Rabi Adid. L'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, comme nous venons de le voir dans ce reportage de Rabi Adid, a été créée en 2010 et constitue l'un des projets phares du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Ce qui d'ailleurs se justifie par les innombrables visites aux différents centres d'enrôlement. Nous l'avons vu dernièrement à Riyad, El Mina, SEPRA, Arafat et Riyad. Donc, avant de revenir sur les missions de l'agence et les problèmes que rencontrent parfois les populations, quelles étaient les directives du chef de l'État, monsieur le secrétaire général? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabi al-Karim. Je voudrais tout d'abord revenir sur le contexte dans lequel l'agence a été créée. Qu'est-ce qu'on avait avant? On avait un état civil fragmenté, au moins 13 bases de données. Chaque région disposait de sa base de données et une personne pouvait avoir jusqu'à 13 identifications. Ça, c'est l'état dans lequel nous étions en 2009. Et le discours du président de la République à Rosso, lors de la campagne de 2009, a rappelé qu'un État sans état civil est un État qui n'existe pas. Et dès cet instant, un projet de grande envergure a été lancé, dont l'objectif principal, c'est de créer un État civil fiable pour la Mauritanie. Qui dit état civil fiable, c'est d'abord créer un registre, unifier toutes les bases de données et garantir l'unicité par la biométrie. Et la Mauritanie a été l'un des premiers pays de la sous-région à mettre en place un tel système. Nous verrons par la suite que c'est un système qui est intégré et complet. Il n'y a pas que l'état civil, il y a bien sûr l'état civil qui est la base. Autour de ça, il y a des titres sécurisés. Autour de ça, il y a la sécurisation de toutes nos frontières. Donc, en 2010, lorsque le projet a été lancé, peu de gens y croyaient. Je dis bien peu de gens. Mais avec la volonté politique, les directives et le suivi personnel du président, le projet a pu aboutir en moins de 7 ans aujourd'hui. Selon les statistiques que nous avons, on a enrôlé plus de 87% de la population. Et tout Mauritanien aujourd'hui peut jouir de ces documents. Des documents sécurisés, des documents contenant des puces sécurisées. Et nous verrons dans la suite
que ces titres sécurisés ont permis de faire des élections fiables. Et d'autres projets ont été lancés avec la mise en place du numéro national d'identification. Ce numéro qui aujourd'hui a été fait par la montagne en 2010 devient une directive des Nations Unies. Les Nations Unies aujourd'hui exigent de tous les pays d'avoir un registre et que chaque citoyen ait un numéro d'identification. Donc, en rappelant un petit peu le contexte de 2010, j'ai bien dit qu'on avait des bases de données fragmentées, mais on était dans une... Parce que quand on ne sait pas qui nous sommes, combien nous sommes, quel petit développement pouvons-nous mettre en place? Si un citoyen mauritanien peut jouir de droits d'identification et qu'un étranger peut usurper une identité, en moins de 2 jours, il peut obtenir un acte de naissance, une carte d'identité et un passeport et voyager comme étant un Mauritanien. Et comme nous le savons, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec l'insécurité qui règne, identifier ces populations devient une nécessité et devient même primordial. Et donc, les titres qu'on disposait n'étaient pas sécurisés, les titres eux-mêmes n'étaient pas sécurisés, on avait des passeports dont les données sont écrites à la main, on disposait d'actes de naissance facilement falsifiables, mais qu'aujourd'hui, avec la biométrie et l'unicité, c'est-à-dire des données que nous avons, nous sommes sûrs que les titres dont nous disposons sont sécurisés et qui sont au point de la technologie qui existe aujourd'hui au niveau du monde. Quelles étaient les directives du chef de l'État? Je reviens à ma question pendant ces dernières visites. Le chef de l'État, le président de la République, a toujours montré un intérêt particulier à ce projet. Il l'a suivi personnellement. Je dirais que c'est la énième visite, et tant mieux. Parce qu'il est venu dans les centres en s'imprégnant des problèmes, des préoccupations des citoyens. Parce que c'est vrai qu'en mettant un tel système, aussi complexe soit-il, les citoyens ne comprennent pas tous la finalité. L'essentiel pour eux, c'est qu'un service public soit rendu. Et nous reconnaissons, nous, au niveau de l'agence, qu'on a un défaut de communication. C'est vrai, nous le reconnaissons. On n'a pas expliqué aux citoyens qu'on a un nouveau projet, et qu'il s'agit d'un projet techniquement complexe, qui contient de la biométrie, et que certaines contraintes s'imposaient à nos citoyens. Et le président de la République est venu au secours des citoyens pour simplifier, je dirais, l'obtention des documents. Et les directives qu'on nous donnait, c'est d'abord de poursuivre, à mener à bien ce projet, qui est nécessaire pour ce pays, mais aussi à faciliter pour nos citoyens l'obtention de leurs documents, en enlevant certaines paperasses administratives qui existaient, dont l'objectif principal était de... Nous avons reconstitué un registre, mais il faut rendre ces données cohérentes. Et la majorité des citoyens ne comprennent pas cela. Et aujourd'hui, de toute façon, avec les directives qu'il a données tant à SAPRA qu'à Lumina, qu'à Riyad, qu'à Arabat, ça partait tout dans le même sens, de simplifier le mieux possible la vie de nos citoyens en leur donnant accès à ces services tant importants et en leur facilitant l'accès à leurs documents et leur obtention dans les plus brefs délais. Merci. Justement, Monsieur Mamadou Adama Anne, vous qui êtes chef de centre, quel est le rôle de ces centres d'accueil? Et si vous avez quelque chose, bien sûr, à ajouter par rapport à ce qu'a dit le secrétaire général. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya. Bon, d'abord, je vous remercie de nous donner cette occasion pour nous exprimer. Merci. Le rôle des centres. Le centre, comme vous avez, qu'on les appelle les centres d'accueil des citoyens. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte le guichet de l'État. Les citoyens, pour toute démarche qu'ils peuvent faire dans ce pays-là, il faut qu'on lui demande des documents d'état civil. Donc, le centre est la première étape à laquelle il doit se rendre. Donc, le centre, son rôle, c'est de donner aux citoyens des services différents qui lui permettront de faire d'autres démarches dans sa vie, ou bien dans ses démarches administratives, ou bien scolaires, ou trucs comme ça. Les services que nous donnons sont les services d'enrôlement d'abord, et demande de titres, c'est-à-dire des passeports et des cartes d'identité, et des demandes des extraits, c'est-à-dire des extraits d'état civil. Là. Donc, pour ajouter quelque chose à ce que le directeur secrétaire général a dit, le président de la République a donné des instructions dans le sens de faciliter l'obtention de ces services-là pour les citoyens, parce qu'il a mis au centre sa préoccupation la satisfaction des citoyens. Nous, ce que nous faisons, c'est un service public. Et quel est l'objectif d'un service public? Le service public doit être fiable et efficace. Fiable dans quel sens? C'est-à-dire que le service qu'on doit rendre doit être efficace et crédible.
d'un côté, et efficace, c'est-à-dire la satisfaction. On cherche par efficacité la satisfaction du client. Le client ici, en l'occurrence, c'est le citoyen. Donc, dans ce sens-là, on nous a donné des instructions dans le but d'aller dans l'assouplissement de ce qui a été rigide et garder ce qui marche. Donc, il a donné des instructions à faciliter dans la mesure du possible tout ce qui est impossible pour faciliter l'obtention des titres là pour les citoyens. Merci. Monsieur le secrétaire général, depuis sa création à nos jours, quel est le bilan de l'agence? Je vais parler du nombre déjà enrôlés, du nombre de citoyens enrôlés. Quel est le bilan, grosso modo, de l'agence? Bien, je rappelle juste, la mission principale de l'agence, c'était la création d'un registre biométrique des populations à condition d'être sécurisée. À ce jour, nous avons enrôlé plus de 3 448 000 citoyens, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Je voulais rappeler ici que l'enrôlement ne s'est pas arrêté juste à nos frontières. Nous avons 7 centres ouverts aujourd'hui dans les pays où il y a une grande communauté mauritanienne. Et donc ces centres ont permis aussi d'enregistrer, d'enrôler et de délivrer des titres à ces citoyens. Exactement un centre que nous avons aujourd'hui à Jeddah, à Abidjan, a les mêmes compétences qu'un centre ouvert à Sabra. Nous avons pu produire jusqu'à aujourd'hui plus de 2 300 000 cartes d'identification, plus de 270 000 passeports, et aussi, n'oublions pas que nous avons appelé le registre des populations. Il n'y a pas que les citoyens. Il y a les étrangers vivant en Mauritanie qui sont des résidents, qui jouissent aussi eux-mêmes de leurs documents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà produit plus de 164 000 cartes de résidents pour 127 000 personnes. C'est-à-dire que les étrangers vivant en Mauritanie doivent être identifiés aussi. L'objectif du projet, c'est d'identifier les populations. C'est pourquoi on les appelle Agence nationale des populations, en regroupant les citoyens, les étrangers résidents et les étrangers de passage. C'est-à-dire qu'à un instant T, un individu, il est ou citoyen, donc il va être enregistré, résident, il est enregistré, ou de passage, ça veut dire qu'il a été soumis à son entrée sur ce territoire, à un enrôlement, soit pour l'obtention d'un visa s'il est soumis au visa, ou même les pays avec qui nous avons des conventions qui ne sont pas soumis au visa, on exige l'enregistrement et l'enrôlement de ces étrangers pour qu'ils puissent bénéficier de documents sécurisés et leur permettant une libre circulation dans les pays, et ce conformément aux conventions que nous avons avec eux. Donc, ça veut dire que à l'instant, donc par rapport au visa, donc je disais aussi qu'on produit des visas biométriques, aujourd'hui il n'y a plus de visa qui n'est pas biométrique, tant délivrés dans nos chancelleries ou bien à nos postes frontières les plus importants, donc dans le nord, le sud, c'est-à-dire à Rosso, au PK55 de Nouadhibou et à Gougizemal. Et dans nos aéroports, aujourd'hui, tout étranger visitant la Mauritanie peut bénéficier d'un visa à l'aéroport lui permettant d'accéder au pays. Et s'il est venu ici pour s'installer, après il rentrera dans les conditions de résidence qui lui permettront aussi d'obtenir, c'est-à-dire ceci. Ça veut dire que les outils qui ont été assignés à l'agence dès sa création, je dirais, ont été pratiquement atteints. Mais ce n'est pas un projet, c'est une continuité. L'état civil, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en one shot. C'est quelque chose qui continue dans la vie d'un pays. Et il est souvent facile de faire des projets, de réussir, mais de les maintenir et de leur garantir une pérennité, c'est ça que c'est-à-dire que le président de la République a donné instruction à ce que ceci soit maintenu et que le niveau d'excellence dans lequel et la sécurisation de notre registre et des documents reste. Ça veut dire qu'on est en train aujourd'hui de réfléchir à sécuriser encore plus nos documents, à sécuriser encore plus, c'est-à-dire ceci, parce que c'est l'existence elle-même d'une nation qui est en jeu. Est-ce que l'agence a d'autres missions? L'agence, sa mission principale était de créer un registre. Mais dans le décret 150-2010 créé à l'agence, il lui a assigné aussi d'aider les administrations à utiliser le mieux l'identification. Toute administration consente l'identification doit être en relation avec l'agence. Et c'est le cas aujourd'hui. Je dirais aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de la CNAM, il n'y a plus de carte d'adhésion à la CNAM. C'est quelque chose qui est dépassé. Ça a fait d'énormes économies pour la CNAM. Les citoyens disposent d'une carte d'identification, disposent d'un numéro. Pourquoi encore lui créer une deuxième carte? Qu'est-ce qui a été fait? La CNAM, c'est quoi? C'est un assuré et des ayants droit. L'assuré lui-même dispose de son numéro d'identification. Les ayants droit sont définis aujourd'hui par la loi, que ce sont les enfants, les époux et les épouses. Ceci se trouve dans l'état civil. Aujourd'hui, un citoyen qui est affilié à la CNAM, il suffit de ramener
sa carte d'identité, son numéro d'identification et les extraits de registre pour ses enfants et un ordre de mariage, et toute la famille est enregistrée. Ça, c'est la première application. Mais il n'y a pas que celle-là. Je dirais aussi, par exemple, aujourd'hui, on est en train de travailler avec la justice pour créer une base de données leur permettant de produire ce qu'on appelle un casier judiciaire. Le casier judiciaire aujourd'hui, tel qu'il existe, est régionalisé. Mais on n'a pas de registre. Il y a un projet c'est-à-dire qui est en cours de démarrage, qui permet à la justice de produire des extraits de casier judiciaire mais fiables, parce qu'il utilise toujours les numéros d'identification. Les numéros d'identification, nous l'avons utilisé aussi avec les ministères des Affaires sociales pour identifier les indigènes. Ça veut dire que aujourd'hui, toute administration, tout établissement public ou privé qui a besoin d'identification de la personne doit avoir un lien, et l'agence a dans ses missions principales de fournir l'identification. Je dirais aussi, c'est-à-dire ces derniers temps, que les opérateurs téléphoniques ne peuvent plus vendre ou distribuer des cartes SIM à des gens qui ne sont pas identifiés. Ceci, ça a été exigé par les textes, et sa mise en place a nécessité une liaison entre les opérateurs et l'agence, garantissant ainsi l'identification des personnes et garantissant aussi qu'une carte SIM ne soit pas donnée à un enfant. Parce que nous savons aujourd'hui que le téléphone, ce n'est pas juste un téléphone, c'est un téléphone qui peut être une arme. Donc il faut qu'on sache, il faut que l'État la sécurité sache à qui appartient ceci, parce que c'est devenu une obligation internationale à ce qu'un téléphone, un numéro soit attribué à une personne, et ceci donc un contrat, c'est-à-dire une convention qui nous dit avec ce opérateur aujourd'hui garantit cela. Monsieur Anne, si l'agence est un établissement au service de tous et sa préoccupation majeure est d'améliorer en permanence les services rendus aux citoyens, mais ces derniers ou certains d'entre eux se plaignent de la qualité de l'accueil, par exemple, dans les centres. Je ne parle pas du centre de SEPRA, je parle de façon générale. Je comprends. Ils se plaignent de la qualité de l'accueil. Oui. Bon, ils se plaignent, moi je dirais que surtout que c'est dû au nombre. Il y a énormément de demandes au niveau de nos centres. Ces plaintes aussi sont dues au manque de communication ou bien au manque d'accès à l'information. C'est-à-dire que, comme l'a dit le DG, on a un petit peu un déficit d'information. Mais nous, quand même, au niveau des centres de SEPRA, pas spécialement de tous les centres, on les appelle les centres d'accueil des citoyens. C'est-à-dire qu'on est là pour accueillir tous les citoyens. Pas spécialement ceux qu'on connaisse ou bien ceux qui sont proches. Par exemple, ceux qui sont de Magama, d'où je viens, ou bien ceux qui sont d'Aïn El Taï, on va accueillir tout le monde, tout citoyen. Mais il y a une procédure où il y a des règles à suivre. Il y a des règles de priorité, c'est-à-dire que celui qui est le premier venu sera le premier servi. Nous, les Mauritaniens, on a une petite inconvénience ou bien un petit défaut, c'est-à-dire qu'on est impatient. On veut venir tout de suite et être servi tout de suite, quitte à dépasser d'autres gens malheureusement, il y a des gens qui passent là-bas des nuits, des trucs comme ça. Donc nous, quand on vient, on prend les gens tels qu'ils sont. On prend les premiers venus, premiers servis. Donc, au niveau du centre, tout ce qui vient, on voit d'abord son dossier, on l'oriente selon les services qu'il veut. D'accord. Je le répète aussi, le centre est ouvert à tout le monde, on les appelle centre d'accueil des citoyens. Au niveau du centre spécialement, moi et le personnel qui est avec moi et tous mes collaborateurs, on est là au service de tous. On est ouvert à tous, et on est aussi disponible. Alhamdulillah, on a aussi des gens qui parlent plusieurs langues là-bas. C'est-à-dire qu'à SEPRA aussi, on peut le dire, c'est un centre, il y a des gens qui nous viennent de toutes les couches ou bien de toutes les communautés mauritaniennes. On a des gens qui nous viennent de partout aussi, pas seulement de SEPRA. Donc on essaie de leur faire d'une manière plus efficiente et plus efficace. Bien sûr, parfois il y a des tensions qui montent dues à la longueur de l'attente et tout ça comme ça là, et surtout il y a des enfants aussi qui ne supportent pas tout cela, mais on essaie de s'accommoder avec ça pour améliorer plus. On a eu des matériels récemment qui nous permettent quand même de mieux assouplir un peu l'attente et faire passer l'attente agréablement de la part des citoyens. Mais je le répète encore, c'est un manque de communication et on travaille à ça, c'est-à-dire qu'on est ouvert à tous. Tout citoyen qui vient, on le communique, on voit son dossier, on l'oriente en conséquence. On ne reste jamais un citoyen. Il y a aussi au niveau de ces centres des problèmes techniques vraiment récurrents. Dans des petites salles, je ne sais pas comment vous faites. Est-ce qu'il n'y a pas temps de peut-être le secrétaire général va nous répondre sur ça, d'agrandir les locaux, de réhabiliter ces centres? Bien, je dirais que les centres sont en cours de réhabilitation et que nous avons hérité des maisons de livres qui, heureusement, existaient au début du projet, parce que vous savez, construire des centres, ça prend du temps, tout en étant qu'aujourd'hui,
nous sommes en train de construire 168 centres dans les communes rurales. C'est un projet qui a été lancé par le président de la République à Kabou il y a 1 an et demi, et qu'aujourd'hui nous sommes en train de réceptionner ces bâtiments. Ça veut dire que l'état civil sera... Aujourd'hui, il est dans toutes les communes, mais il y a dans certaines communes, on dispose de locaux qui sont en location, mais aujourd'hui, il y aura une maison appelée centre d'accueil des citoyens dans toutes les communes. Je rappelle juste qu'on l'a appelé centre d'accueil des citoyens. Ce n'est pas un nom qui est donné au hasard, c'est un guichet unique. L'idée était d'avoir un guichet unique, parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place la carte, ce qu'on appelle la carte grise. Elle sera aussi un document autant sécurisé que sa déclaration d'identité, qui sera lancé dans les semaines à suivre. Dans les semaines suivantes, nous sommes prêts techniquement à lancer ce projet et à produire des cartes d'identification de véhicules communément appelées cartes grises, sécurisées, avec une puce aussi qui contient à la fois les informations liées au véhicule, mais qui peuvent contenir des informations liées au propriétaire et même, on peut aller jusqu'au chauffeur autorisé. Ça veut dire que dans 2 semaines, vous allez voir que ce qu'on appelait carte grise va être une carte identique à la carte d'identification, c'est-à-dire on dispose avec des codes différents, mais aussi le numéro d'identification y figure. Parce que sur tous les documents, le numéro d'identification du propriétaire ou de l'intéressé doit figurer. Vous avez parlé aussi des problèmes techniques. Vous savez, nous avons mis en place un système de haute technologie. Qui dit haute technologie dit qui dépend des opérateurs, c'est-à-dire des liaisons entre le centre et le site central. Parce que, comme on a dit, c'est un registre où on parle de l'unicité, c'est-à-dire qu'il y a un registre unique où tout doit communiquer avec. Ça veut dire qu'on est un peu dépendant aussi des moyens de communication qui existent. Ça veut dire que nous avons des conventions avec des opérateurs, mais comme souvent on dit, les réseaux tombent, les réseaux... Ils nous ont aidés, même si on demande plus, parce que l'objectif dans cette public, c'est qu'il ne soit jamais interrompu, surtout pas pour des raisons techniques. Surtout pas à Nouakchott, par exemple. Si on a des problèmes à Nouakchott, imaginons ce qu'on a à l'intérieur du pays. Mais on fait avec. C'est-à-dire qu'on adapte même, nous, on s'adapte pour pouvoir travailler hors connexion. Parce que je vous dis que l'enrôlement, on peut le faire hors connexion. Mais pas tout. On ne peut pas demander un titre hors connexion. On ne peut pas demander un extrait hors... Voilà. Mais on travaille avec ces opérateurs et on essaye d'avoir la liaison la mieux possible. Mais malheureusement, et je fais ici aujourd'hui un appel, pour que le data soit aussi important que la voix, même si ça ne rapporte pas autant pour les opérateurs. Mais nous savons aujourd'hui que la voix, elle est partout pratiquement. Mais le data, ce n'est pas encore le cas. Et nous lançons un appel aux gens qui ont de l'influence pour que le data soit aussi important, parce que demain, le développement même de ces communes passera par là. Il n'y a pas que l'état civil qui sera consommateur, mais l'état civil, les banques, les assurances. Pour qu'on puisse ouvrir un bureau, il faut qu'on puisse avoir une communication data entre les sièges et les centres d'intérêt éloignés. Vous avez aussi parlé de la qualité d'accueil au niveau des centres. N'oublions pas que c'est un centre d'intérêt où plus de entre 500 et 700 personnes viennent par jour. Ce n'est pas pour dédouaner nos agents qui doivent et qui ont l'obligation d'accueillir le mieux les citoyens, parce que c'est d'abord leur mission d'accueillir, d'orienter et de satisfaire les citoyens. Mais la pression du nombre de gens peut parfois amener nos agents à ne pas être disponibles, même si on essaye, et les chefs de centre veillent, ils ont une mission de veiller à ce que tous les personnels de centre soient accueillants et puissent orienter les citoyens. Et vous avez parfaitement raison. Quand on est dans un centre qui n'est pas très grand, où il y a beaucoup de gens, où peut-être les équipements de froid fonctionnent à moitié liés peut-être aux équipements liés aussi à l'électricité, parce que nous rappelons que de temps en temps on a des problèmes de cette électricité, même si aujourd'hui, après les visites du président, nous avons mis un groupe électrogène dans tous les centres de Nouakchott, mais tout ceci peut créer parfois la chaleur, les conditions, peut créer à ce que les citoyens ne soient pas satisfaits, mais en tout cas, depuis les visites du président et les orientations qui sont données, tous les personnes de l'agence, tous les moyens de l'agence sont orientés vers la satisfaction. Je ne dirais pas des clients, parce que des usagers, même si ils ont le droit de s'appeler clients, parce que les services qu'ils demandent ne sont pas tous gratuits. Donc un extrait a un coût, un passeport il a un coût, mais n'empêche que ce sont des coûts dérisoires, mais nos citoyens
nous, c'est-à-dire ceux-ci, doivent être satisfaits de l'accueil qu'ils obtiennent. Est-ce que l'agence a ses bureaux implantés à l'intérieur du pays, dans une localité? Donc, nous avons hérité, au début du projet, des maisons de livres dans 50 Muqata', en dehors des 4 villes anciennes où les maisons de livres sont des musées sous l'autorité des ministères de la culture. Donc nous avons hérité de 50 bâtiments dans les 50 Muqata'. Donc ces maisons de livres, nous avons hérité, ont été réhabilitées en 2010 pour pouvoir accueillir les centres d'accueil des citoyens. Et à la suite de cela, comme je disais tantôt, il y a un projet de construction de 168 centres dans les 4 villes anciennes, plus Chami et les communes rurales. Ça veut dire que d'ici peu, on aura un centre propriétaire, même si nous sommes présents aujourd'hui. Et parfois nous sommes dans une mairie, parfois nous sommes dans une location, dans des locaux qui ne sont pas habilités, qui ne sont pas aptes à recevoir, mais vu les obligations qu'on avait d'envoyer tout le monde, n'oubliez pas qu'en c'est-à-dire si on a pu faire des élections aussi transparentes en 2013, 2014 et en 2015, c'est parce qu'on dispose de documents fiables. Et pour pouvoir disposer de documents fiables, il faut que les citoyens soient enrôlés et enregistrés, et d'où l'enregistrement, c'est-à-dire l'ouverture des centres dans toutes les communes, ce qui a permis d'enrôler dans un laps de temps très réduit. Je dirais qu'aujourd'hui on est à 3 millions, c'est-à-dire 3 348 000, mais que rien entre 2011 et 2013, nous sommes déjà à presque à 3 millions. Ça veut dire que un grand effort a été fait. En termes de pourcentage. Par rapport à la population? Oui. Le recensement le RGPH de 2013-2014 dit que la Mauritanie, c'est 3 487 000 habitants, 547 000 habitants. Ça, c'est la Mauritanie, dont 48 000 étrangers. Donc, si on prend ces chiffres et on ne dit pas d'autres, nous sommes déjà à plus de 97% de la population. 97%. Ce qui est par rapport aux pays de la sous-région un taux extrêmement important. Même si notre objectif, c'est d'arriver à 100%. Et j'ai profité aujourd'hui de l'occasion pour faire appel à tous nos citoyens qui ne sont pas encore enregistrés, de faire l'effort pour s'enregistrer. Parce que leurs droits, tous les bénéfices, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des moyens de l'État, aujourd'hui, exigent l'identification. Et nous, à l'agence, on essaye d'accompagner tous les projets nationaux pour inciter les gens à s'enregistrer. Je donne par exemple la création de registre social qui est en cours aujourd'hui au niveau du ministère de l'économie et des finances en collaboration avec l'agence Tadamou, le projet Tekavoul. Nous les accompagnons pour trouver les citoyens qui ne sont pas enrôlés. Parce que nous savons que c'est toujours la population vulnérable qui échappe à cela. Et ces populations, comme ce sont la cible de ces projets, des projets de l'État et de la politique des présidents, nous essayons toujours d'accompagner ces projets pour arriver à ces gens-là, pour s'approcher d'eux, pour pouvoir les enregistrer, pour qu'ils puissent bénéficier de leur droit d'avoir leur document d'identification, ce qui permet de bénéficier de tous les services de l'État. Parce qu'aujourd'hui, tous les services de l'État exigent. On ne peut pas ouvrir un compte bancaire si on n'a pas. On ne peut plus faire, on ne peut même pas voyager si on n'est pas identifié. Donc, je lance ici un appel à tous les citoyens qui ne sont pas enrôlés de venir voir le centre le plus proche, de s'enrôler et d'essayer d'obtenir leurs documents. Et j'associe un appel à tous les acteurs politiques et tous les acteurs associatifs à ramener ces citoyens à s'enregistrer pour qu'on puisse avoir un taux jusqu'à 99%. C'est ça en tout cas notre objectif. Mais monsieur Anne, le citoyen, comme il vient de le dire, il a lancé un appel pour que le citoyen vienne s'enrôler. Parfois il le désire, mais à cause de des formalités qui sont parfois très lourdes, comment comptez-vous alléger la paperasse ou du moins faciliter ces formalités d'obtention de ces documents? Parce que, je prends un petit exemple, un Mauritanien de mère étrangère par exemple, mais il a tous les problèmes du monde pour s'enrôler. Bon, sauf s'il se présente au centre. Il y a une procédure, il y a une procédure légale comme la procédure d'un Mauritanien. Parfois, elle est très compliquée pour lui. Bon, je vais vous expliquer un peu techniquement. Un Mauritanien né dans des parents étrangers, il s'enrôle comme un Mauritanien né de 2 parents étrangers. De parents mauritaniens, parce qu'il est mauritanien à 100% selon le code de la nationalité. Si un des parents est mauritanien, vous êtes mauritanien de fils. Donc comment il s'enrôle? Comme les autres Mauritaniens,
du moment que les parents ont un acte de mariage et vous avez un papier d'identification, si ce sont les enfants qui sont nés hors de télé, on leur demande un jugement, tout à fait comme le Mauritanien né de parents étrangers. Et ça, si le citoyen en personne, s'il ne vient pas au centre pour demander, pour qu'on clarifie sur cette situation, il aura toujours quelqu'un d'autre qui va l'intercepter, il va dire non, il faut passer par ceci, par cela. C'est ça l'inconvénient, c'est-à-dire qu'il y a des barrières un peu invisibles qui empêchent les citoyens de venir directement demander au chef de centre ou des responsables pour demander l'information qu'il faut ou les papiers requis pour faire son enrôlement. Mais tout Mauritanien, je le répète, né d'un père ou d'une mère étrangère a le droit de s'enrôler du moment qu'il a ses papiers et les documents requis de se faire enrôler. En préparant l'émission, j'ai eu un citoyen qui est né à l'étranger, par exemple. Il me dit qu'il a des problèmes. Qu'est-ce que vous lui dites? Du moment que je vois ses papiers, il me montre ses papiers. D'abord, tout citoyen qui vient, qui se présente à nous, on lui demande ce qu'il a d'abord. En conséquence, pour chaque situation, pour chaque cas, on a une solution, on a des procédures à suivre pour cela. Mais tout citoyen mauritanien, ou bien tout citoyen mauritanien a le droit de se faire enrôler dans les procédures légales qui sont déjà prescrites dans la loi. D'accord. Si on voit ces dossiers-là, qu'il a ses papiers, qu'il soit né à l'étranger, on en enrôle quotidiennement, tous les jours, des enfants nés à l'étranger. Et récemment, rien que dernièrement, on a enrôlé un enfant né d'Italie. Donc ses parents sont venus, ils ont présenté leur acte de mariage et son acte de naissance fait là-bas, qui justifie qu'il est né là-bas. Donc on lui a fait un jugement parce qu'il a dépassé les délais. On a enrôlé et ils sont maintenant en train de demander leur passeport et leur carte d'identité. Donc c'est tout à fait. C'est seulement l'accès au chef de centre. Et ils ne font pas assez l'effort pour voir le chef de centre pour demander eux-mêmes. Même si le citoyen ne fait pas l'effort, parfois aussi, c'est des citoyens qui ont un degré de... Oui, degré d'instruction. Est-ce que c'est pas, vous, comme vous venez de le dire, que c'est un manque de communication? Parce que quand on parle de l'agence, automatiquement le citoyen lambda, il se dit, là-bas c'est... D'accord, je suis d'accord avec vous et cette émission que vous faites va nous aider dans ce sens-là. Comme l'a dit le DSG, comme il a lancé un appel, donc nous demandons à tous les citoyens de venir d'abord se présenter au centre et s'ils sont moins alphabétisés que ça, il y a des gens qui sont de la société civile et des acteurs politiques et toutes les bonnes volontés peuvent les aider à venir. Il y a aussi il y a aussi des personnes qui ont avant vous, parce que quand on parle de clientélisme, peut-être que ce n'est pas les membres de l'agence, mais il y a les intermédiaires. Bon, quand vous dites clientélisme, nous ne recevons de dossiers que de la part du concerné. Le concerné peut être accompagné d'une autre personne si cette personne ne peut pas s'exprimer correctement. Donc nous demandons d'abord le concerné vienne présenter ses papiers. Donc là, je ne vois pas la place de clientélisme parce qu'on parle à la personne directement. Donc si elle se présente, du moment qu'elle ne peut pas y aller faire des démarches toute personne, elle peut être assistée d'une autre personne qui connaît les procédures. Et ça, c'est une bonne volonté, c'est une action à louer aussi. Merci. D'accord. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à... Oui, je dirais que de toute façon, la création de l'agence a été accompagnée par la modification du cadre légal. C'est-à-dire qu'une loi a été votée avant même le démarrage des enrôlements. C'est-à-dire la loi 2011-003 du 12 janvier 2011. Et comme vous avez dit dans votre introduction, l'enrôlement a commencé le 5 mai. Donc cette loi a permis de démarrer l'enrôlement, parce qu'il lui fallait définir un cadre légal, et tout citoyen mauritanien, c'est-à-dire définissons tout, si le père est mauritanien, il est mauritanien de droit, qu'il soit né en Mauritanie ou né à l'étranger. Mais comme a dit le chef de centre de SEPRA, il y a souvent des intermédiaires qui parlent et qui, je dirais, ce sont des intermédiaires philosophes. Nous les trouvons parfois dans les centres, ils expliquent des procédures que même nous, qui les faisons et qui travaillons avec, nous ne connaissons pas. Donc c'est parce que quand un citoyen va dire non, il ne faut pas faire ça, il faut faire, vous allez avoir des problèmes pour faire ceci. Le droit d'enrôlement, je dirais bien par la loi, il est obligatoire. Ça déjà, je le rappelle. Mais aussi nous avons obligation de l'enrôler. La loi a même prévu d'enrôler les enfants trouvés, même les enfants sans attache. Nous avons l'obligation de les enrôler, mais selon les articles de la loi. Les enfants dont les pères ne sont pas connus, nous avons l'obligation de les enrôler. Tout ceci, ça a été prévu dans les textes. En application de la loi, personne n'a été oublié. Mais souvent, pour ceux, parfois, on pose des problèmes à des citoyens qui sont nés à l'étranger, parce qu'on leur demande de ramener leur acte de naissance du pays de naissance. Bon. Il faut quand même rappeler que c'est une obligation légale pour tous les pays. La Convention de Genève exige de tous
les pays de fournir un document de naissance à toute personne née sur leur territoire, qu'elle soit dans une situation régulière ou irrégulière. Donc, dans un premier temps, nous avons exigé à nos citoyens de ramener ces actes. Mais certains sont dans l'incapacité de le faire, pour plusieurs raisons. Par exemple, quelqu'un qui est dans un pays où l'état civil lui-même n'est pas fiable, où il ne peut pas se déplacer parce qu'il n'a pas de document. Donc, des instructions ont été données pour simplifier la vie à ces gens-là, de leur permettre d'utiliser les informations disponibles dans les anciennes bases de données, ou qu'ils fournissent un document quelconque prouvant qu'il est né dans un pays. Comme nous avons l'obligation d'enregistrer les enfants nés de parents étrangers chez nous. Nous avons l'obligation de le faire et nous le faisons. Même si, de temps en temps, donc, les chancelleries se plaignent parce qu'ils ne viennent pas chercher l'information là où il faut. Et je répète aussi que nous, peut-être, nous avons un défaut de communication que nous sommes en train de corriger et que nous allons corriger grâce à vous, c'est-à-dire à tous les moyens disponibles, pour mieux expliquer les procédures, pour mieux surtout les vulgariser par rapport à tous les citoyens, pour qu'ils puissent bénéficier des services qui sont aujourd'hui primordiaux pour eux. Il y a une question qui revient souvent, les modalités d'obtention de la double nationalité. La double nationalité, je dirais qu'elle n'existait pas avant 2010. C'est quelque chose qui n'existait pas. Dans la tête de beaucoup de gens, elle n'existe toujours pas. Non, je rappelle juste que la première fois qu'elle a été introduite, c'était introduit en 2010 par le président de la République, qui a modifié les textes en créant la possibilité d'obtention de double nationalité, en posant un dossier au niveau de la justice, et que ça aboutit à un décret présidentiel autorisant ou accordant, c'est-à-dire l'autorisation de porter une double nationalité aux citoyens mauritaniens. Et aujourd'hui, on en reçoit beaucoup. Peut-être qu'il y a aussi, c'est toujours le défaut de communication, qui, par rapport au département concerné, nous sommes qu'aujourd'hui, on reçoit le décret et on le met en vigueur. Mais le département de la justice et tout le département de l'État, donc le défaut de communication montre aux citoyens que ce n'est pas possible. Alors que la loi de 2010, modifiant la loi de 1961, a permis à des citoyens mauritaniens qui ont obtenu une nationalité étrangère d'être réintégrés dans la nationalité d'origine. Donc c'est quelque chose que, en tout cas nous, au niveau de l'agence, on reçoit, je dirais pas pratiquement chaque mois, une liste de personnes avec un décret présidentiel signé l'autorisant à apporter une double nationalité. Et nous mettons tout en œuvre pour que ces citoyens aient une vie facilitée, surtout au niveau des postes frontaliers, parce qu'il y a aussi, vous savez, nous ne sommes pas seuls. Les accès au niveau des postes frontaliers dépendent de nos forces de sécurité. Et donc, il y a aussi à vulgariser l'ensemble des procédures et à se mettre tous autour d'une table pour simplifier la vie de nos citoyens. Et en tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans une phase, je dirais, d'expliquer, de faciliter, et c'est là grâce aux instructions du président de la République, de simplifier le mieux possible la vie de nos citoyens vis-à-vis de leurs documents et vis-à-vis de leurs documents de voyage. Monsieur Anne, pouvez-vous rappeler aux citoyens qui ne sont pas encore enrôlés, quels sont les documents à présenter? D'abord, un citoyen qu'il se présente. Qu'il se présente, on lui demande quels sont les papiers, ou bien les justificatifs, ou bien les documents d'identification qu'il a en sa possession. D'abord, on va préciser qu'actuellement, l'enrôlement ne se fait plus par identification parce que les commissions d'identification ont été dissoutes. Donc, ce qui fait que pour les chefs de centre, l'identification d'une personne venant de Mbekit Lahouach, par exemple, pour l'identifier ici à Sabra, c'est un peu difficile. Donc, on lui demande qu'est-ce qu'il a comme justificatif. On lui demande de ramener encore ses parents proches, qu'ils viennent déclarer que celui-là, il fait partie de leur famille. On leur délivre un PV déclaration qu'on appelle. On leur demande d'aller chez le Qadi pour établir leur filiation à cette famille-là. Et sur la base de ces documents-là et les documents qu'il apporte, on l'enrôle. On l'enrôle de façon technique comme tous les autres. On prend ses empreintes, sa photo, c'est-à-dire ses données biométriques, des photos et trucs comme ça. Et des données biographiques, on les saisit telles qu'ils les ont déclarées. Donc c'est tout à fait ça. Donc, et pour un nouveau-né? Pour un nouveau-né, il suffit que les parents viennent faire la déclaration dans les délais, c'est-à-dire que les 2 mois. Je précise aussi que là, il y a une loi qui pénalise les déclarations hors délai qui n'a pas encore été appliquée. C'est-à-dire pour encourager les gens à faire leurs déclarations d'événements dans les délais, c'est-à-dire ne dépassant pas les 2 mois. On demande juste le certificat d'accouchement qui est délivré par la structure sanitaire dans laquelle l'accouchement a été fait, et l'acte de mariage et les cartes d'identité des 2 parents. Donc c'est tout. Et pour les passeports? Et pour les passeports,
selon les instructions du président de la République dernièrement, on ne demande juste que la carte d'identité et on lui donne un reçu pour payer la taxe, la quittance. On lui fait la photographie technique. Donc, c'est tout à fait donc, ça. En termes de simplification, donc, c'est-à-dire, comme il vient de dire, pour obtenir un passeport, il suffit d'être enrôlé et disposant d'un numéro national d'identification. Pour obtenir sa carte d'identité, c'est aussi pareil. Donc ça veut dire que c'est la simplification totale. Donc après, il faut payer les droits de timbre qui sont réglementaires, qui sont prévus par la loi de finances. Par rapport à ce que vous avez dit par rapport à l'enrôlement, le nouveau-né a 2 mois pour être enregistré sans jugement. Ceci aussi, c'est l'application de la loi. Au-delà de ces 2 mois, il faut un jugement d'un juge précisant qu'il est né de père tel et de mère tel, et ce qui permet de l'enregistrer. Et aujourd'hui, je dirais que la majorité des enregistrements que nous faisons, ce sont l'enregistrement des nouveau-nés. Donc, et le président de la République, lorsqu'il est venu dans les centres, la majorité des gens qui étaient là sont souvent des mères avec des enfants. D'où notre obligation, nous aussi, de simplifier la vie. Est-ce qu'il ne reste pas longtemps, c'est-à-dire au niveau du centre. Et cette population-là, nous encourageons les mères à venir enregistrer leur enfant. Parce que, je rappelle ici que nous avons eu malheureusement un cas, un enfant qui n'était pas enregistré, qui est tombé malade. Il ne pouvait pas obtenir un passeport. Quelqu'un qui n'est pas dans le registre ne peut en aucun cas obtenir un passeport de voyage. Et donc, l'enregistrement tôt de l'enfant lui permet d'avoir ses droits, d'avoir un passeport s'il y a nécessité. Et nous travaillons avec des organisations internationales, l'UNICEF, pour aider mieux d'enregistrer les enfants. Nous essayons de communiquer, c'est-à-dire le plus possible pour que les enfants puissent venir s'enregistrer. Et nous sommes dans une phase avancée avec le ministère de la Santé pour enregistrer les naissances dès la naissance. Ce qui est prévu dans la loi, parce que les registres soient tenus au niveau des maternités et malheureusement au niveau des morgues aussi pour enregistrer les morts. Parce que je rappelle ici que l'état civil, ce n'est pas juste les naissances. L'état civil, c'est 4 faits essentiels. C'est la naissance, le mariage, le divorce, la cervicale, le décès. Tous ces événements doivent être enregistrés et si nous pouvons aller jusqu'aux causes du décès, on sera, je dirais, champion du monde parce que c'est extrêmement important. Et nous sommes en phase aujourd'hui avec le ministère de la Santé pour créer ce cadre, pour monter des projets permettant d'enregistrer l'enfant dès sa naissance, ou même d'attendre sa naissance, je dirais. Donc, c'est-à-dire que d'attendre sa naissance, une fois qu'il est né, ça devient un enregistrement automatique. Par rapport à l'enrôlement, donc je dirais aussi que les adultes, l'enrôlement n'est pas fermé. Mais il faut quand même qu'il fasse vite. Ça fait 7 ans qu'on enrôle. Donc, au bout de 7 ans, quelqu'un qui est au niveau de Nouakchott, qui n'est pas enrôlé, on doit se poser des questions. Où est-ce qu'il était? Bon, s'il était à l'étranger, je dirais, dans une région où ils ne sont pas présents, à la limite, on peut entendre ça. Mais quelqu'un qui est disponible, parce que je rappelle que l'enrôlement que nous avons mis en place est un enrôlement, je dirais, ascendant, descendant. On enregistre d'abord les parents. C'est une contrainte, mais c'est nécessaire. Parce que si on enregistre les parents avant l'enfant, à l'enfant, qu'est-ce qu'on demande? 3 informations essentielles, pas plus. Un prénom, un lieu de naissance, une date de naissance. Tout le reste vient de ses parents. Et donc, et aussi la création du registre familial ne peut se faire que c'est la base d'enregistrement dans le registre. Si on n'avait pas fait ça, on ne pouvait pas faire le projet qu'on a fait avec la CNAM. Parce que j'ai dit que la CNAM, il y a l'assuré, les ayants droit. Les ayants droit, s'il n'y a pas de liaison entre ascendant et descendant, il n'y a pas de liaison. L'enregistrement d'autres faits, je le rappelle, est obligatoire. On n'a pas la coutume, on n'a pas le réflexe d'enregistrer les mariages, les divorces et les décès. Mais il faut qu'on mette en place les moyens pour inciter les citoyens à enregistrer ces faits, parce que quand je dis les mariages, les droits des femmes en dépendent, le droit des enfants en dépend. Et même les divorces, parfois, quelqu'un qui vient avec un enfant, et il est marié avec une dame qui s'est déjà mariée, alors qu'elle a encore enregistré l'ancien acte. Donc tout ça, quand on lui explique, elle dit c'est de la paperasserie. Certes, c'est de la paperasserie, mais c'est de la paperasserie qui est nécessaire. Et on doit tous, l'agence, bien sûr, le statut de l'État, l'administration territoriale, les associations, on doit vulgariser l'état civil pour qu'on ait un registre le plus fiable possible. Et même si nous ne sommes pas encore au bout, mais beaucoup de pays nous envient.
Beaucoup de pays nous ont vu. Et je pourrais dire aujourd'hui que d'autres pays s'inspirent de l'expérience mauritanienne, et pas les moindres. Hein. Donc, quand je parle de la Côte d'Ivoire, qui est quand même un grand pays de la sous-région, quand je parle du Tchad, même le Sénégal essaie de s'inspirer de l'expérience mauritanienne pour se poser la question comment en 7 ans on a pu mettre en place un tel registre, on a pu produire de tels documents. En tout cas, moi, quand on me pose la question, je me dis d'abord il faut la volonté politique. Sans la volonté politique, on n'arrivera pas à grand chose. Donc nous, on a eu de la chance qu'on a mis en place un projet du président de la République qui l'a suivi personnellement et qui a veillé à ce qu'il soit mis en place un tel registre. Je ne reviendrai pas sur ce qui se disait en 2010-2011. Il y a des gens qui ont dit que ça va prendre 20 ans. Et lui, il a rappelé dans l'une de rencontres avec le peuple en août, je crois, 2011 ou 2012, même si ça dure 20 ans, on va quand même le faire. Bon, ça a été fait en 6 ans. Rapidement, un mot sur les centres qui sont à l'étranger. La loi a permis, c'est-à-dire d'ouvrir des centres d'accueil citoyens à l'étranger dans nos chancelleries. Que ce soit une ambassade ou un consulat, on peut ouvrir un centre d'accueil citoyen qui a les mêmes obligations qu'un centre d'accueil citoyen à l'intérieur du pays. Et à ce centre-là est envoyée une équipe locale parce qu'il faut attendre un officier d'état civil. Et l'officier d'état civil est assermenté, je dis bien par la loi. Tous les chefs de centre sont assermentés devant le président de la Cour suprême. Ça aussi pour montrer l'importance. Et nous avons même tous les ingénieurs aujourd'hui, tout le personnel qui a accès au registre est assermenté, y compris moi, y compris l'administrateur. Tout le monde est assermenté devant, c'est-à-dire pour lui rappeler d'abord que ce qu'il détient est extrêmement important. Et nos centres à l'étranger font le même travail. Aujourd'hui, nous avons ouvert 7 centres. Il y en a un qui est à Paris, à Madrid, à Washington, à Abidjan, à Abu Dhabi et à Jeddah. Donc, d'autres demandes viennent. Donc, une fois que les autorités jugent que c'est nécessaire d'ouvrir un nouveau centre, il faut dire que techniquement nous sommes prêts. Il suffit juste simplement que les équipements soient envoyés. Et je rappelle aussi que même les données qui viennent d'étrangers sont aussi sécurisées par ce qui se fait de mieux en termes de sécurité que ce qui se fait entre nos centres qui sont à l'intérieur du pays. Monsieur Anom signale qu'on a pris beaucoup de temps. Si vous avez un dernier mot en tant que chef de centre. En tant que chef de centre ou bien en tant que aussi citoyen. En tant que citoyen, je demande à tous mes concitoyens de se presser au niveau des centres d'accueil des citoyens pour les services qu'ils demandent et qu'ils n'hésitent pas à demander l'information qu'ils veulent ou bien à demander le service qu'ils veulent aux personnes concernées, qui ne s'arrêtent pas à la porte, à la première personne leur disant d'aller à gauche ou bien à droite, qu'ils viennent jusqu'au guichet indiquer que là on tire des extraits, là on fait le passeport, là il y a le chef de centre si vous avez besoin de chef de centre, parce que nous ne sommes pas là seulement pour faire seulement des passeports, des cartes d'identité, il y a aussi l'information. Parfois il y a des gens qui nous demandent où se font les nationalités, on les oriente, ça se fait dans les villes, il y a des gens qui nous demandent aussi où se trouve le tribunal, donc on est là aussi pour donner l'information. C'est-à-dire que j'invite tous les citoyens qui ont besoin de quoi que ce soit au niveau des centres d'accueil de citoyens de se presser au niveau des centres, on les accueillera à bras ouverts aussi, avec toute la courtoisie aussi requise. Monsieur le secrétaire général, un dernier. Moi ici, donc, je veux d'abord rappeler que l'état civil aujourd'hui est présent sur tout le territoire. Je dirais bien des basiques, en passant par Adelbegro, Makam, Bagodi, jusqu'à Ndiagou, jusqu'à Birimgaï. Il n'y a pas une commune où l'état civil n'est pas présent. Donc, je renouvelle mon appel à tous les citoyens de venir s'enrôler, s'enregistrer et de bénéficier de leurs documents. J'avais juste oublié de rappeler aussi que même les réfugiés dans notre pays sont enregistrés. N'oubliez pas que le pays voisin, frère et ami, le Mali, a eu des problèmes et qu'aujourd'hui, plus de 50 000 Maliens sont dans un camp au niveau de Mbera et que nous les avons enregistrés et qu'on s'apprête à aller produire les actes de naissance pour des enfants nés en Mbera, qui est un territoire mauritanien. Donc ils sont mauritaniens? Non, ils ne sont pas mauritaniens. Mais ce sont des enfants nés sur un territoire mauritanien. Notre obligation légale exige de nous de leur fournir des actes de naissance. Ça ne veut pas dire que ce sont des Mauritaniens. Ils vont avoir un acte de naissance comme étant des Maliens, parce que son père est malien, sa mère est malienne. Ils vont avoir un acte de naissance qui sont nés en Mauritanie. Mais ils ne sont pas
des Mauritaniens, comme des Mauritaniens nés à l'étranger, il y en a beaucoup. Et donc, je dirais aussi aujourd'hui que nous sommes tous embarqués, tous, c'est-à-dire agences, personnel, administration, direction, à mieux servir les citoyens, les servir dans les meilleures conditions et à leur simplifier les procédures le mieux possible. Tout ceci, ça peut être fait grâce aux orientations du président de la République qui est venu lui-même. Je ne dirais pas qu'il vient pour visiter les centres. Il vient poser des questions aux citoyens. Il les écoute. Et je dirais qu'aujourd'hui, il connaît pratiquement toutes les procédures de l'état civil parce qu'il entend les citoyens, ce qu'ils disent. Il pose des questions au chef de centre, à l'administration. Et une fois qu'une synthèse est faite, des orientations sont données et des directions sont données qui partent tous dans le même sens, qu'on doit enrôler que les Mauritaniens, parce que c'est notre mission. Et tout le monde doit aussi dire que c'est l'obligation de tous, que si on enregistre un nom mauritanien, on a tous failli, et que si on oublie un Mauritanien, on a encore failli. Voilà, donc c'est ça, c'est-à-dire la clé. Et que nous devons, nous, agences, mettre en place les moyens pour simplifier la vie à nos citoyens, pour leur produire, pour qu'ils puissent procurer leurs documents. En tout cas, c'est l'instruction que nous avons et c'est la volonté qui est aujourd'hui celle de l'agence. Merci pour toutes ces précisions. Zoom surprend fin. Je remercie l'équipe technique, Cheikh Tourad Abdelhabib, au son, réalisation Mustafa Mohamed, cadre Mokhtar Al-Alim, Mohamed Voal Mohamed, coordinatrice Rabia Adid. Je remercie mes invités. Dr Bouid Skayr Sidi Mohamed, qui est secrétaire général de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également Mamadou Adama Anne, qui est chef de centre d'accueil des citoyens de SEPRA. Merci. Je vous remercie aussi. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Au revoir.